La famille Duval est connue dans toute la région. C'est une famille respectée, un patrimoine solide, qui dispose des terres anciennes et un silence bien rodé. Ils ne sont pas du genre à faire du bruit. Ni dans les journaux, ni dans les fêtes de village, ils sont discrets. Police irréprochables en surface. Et pourtant, il y a quelque chose qui dérange. Subtilement, ce n'est pas un détail qu'on repère tout de suite, mais à force de les fréquenter, on le voit. Il n'y a pas de petite fille chez les Duval. Un jour, une institutrice du village a fait une remarque en plaisantant. Chez les Duval, les filles s'arrêtent de grandir avant le temps. C'était une blague. Du moins, elle le croyait. Mais ce genre de phrase, on ne l'oublie pas, parce qu'elle colle à quelque chose de trop silencieux. Pour être innocent, aucune photo dans les cadres. Aucun rire de petite fille Duval dans les couloirs. Des garçons, oui, beaucoup. Des fils bien élevés, bien habillés, bien installés. Certains anciens du village s'en amusent. Chez les Duval, on ne fabrique que des héritiers, jamais des héritières. Mais ceux qui ont vraiment vécu à côté, d'eux le savent, ce n'est pas une blague, c'est une absence. Bien plus lourde que ça, un voisin racontait qu'à chaque naissance dans la maison principale, il y avait toujours une atmosphère étrange. S'il s'agissait d'un garçon, les cloches de la petite chapelle Duval sonnaient et la joie s'installait dans toute la maison. S'il s'agissait d'une fille, rien, aucun bruit, aucun visiteur, juste les volets qui restaient clos et les jours qui reprenaient comme si de rien n'était. Et chez les Duval, quand on posait la question, « Vous avez eu des filles dans la famille ?» Les visages se figeaient, certains changeaient de sujet, d'autres répondaient en souriant « Non, toujours des garçons ». Mais ce sourire-là, il sonnait faux, comme un mensonge répété depuis trop longtemps, un mensonge si bien entretenu que personne n'osait le contredire. Ce n'est qu'en regardant de plus près que ça devient vraiment troublant. Au début, personne ne s'en rend compte. La famille Duval a toujours été discrète, presque élégante dans sa manière d'éviter les projecteurs. Mais avec le temps, les souvenirs s'accumulent. Les albums aussi. Et un détail revient, encore et encore. Il n'y a jamais de femmes âgées sur les photos. Pas de vieille tante, pas de grande sœur, pas de grand-mère maternelle dans cette branche-là. À force de regarder, un chiffre revient dans les souvenirs des anciens. 33. Un âge qu'une fille Duval ne dépasse, paraît-il, et quand on interroge les vivants, c'est pire, on vous répond en haussant les épaules. Certains disent qu'elles sont parties vivre ailleurs, d'autres que les couples n'ont eu que des garçons. Mais au fond, personne n'y croit vraiment. C'est en tombant sur un arbre généalogique manuscrit, rangé au fond d'un tiroir, qu'une première faille s'ouvre. Des prénoms féminins apparaissent. Suzanne, Clémence, Héloïse, Anaëlle. Toutes nées dans la lignée Duval, mais aucune ne dépasse l'âge de 33 ans. La colonne date de décès est toujours remplie, et toujours identique. 33 ans, jour pour jour, 6 générations. Des filles naissent, elles vivent normalement. Et le jour de leur 33e anniversaire, quelque chose se passe. Elles disparaissent ou meurent brutalement, sans cause claire, et toujours dans le silence. Personne n'ose poser la vraie question. Mais une fois qu'on l'a vu, on ne peut plus détourner les yeux. On ne peut plus ignorer l'évidence. Il n'y a plus de femmes âgées dans cette famille. Parce qu'aucune femme de la lignée Duval n'a survécu au jour de ses 33 ans. Chez les Duval, les mariages ont toujours eu une certaine logique. Ils n'épousent pas leurs cousines, ni les voisines du village. Non, leurs femmes viennent toujours d'ailleurs. De villes lointaines, de familles discrètes, jamais du même coin, jamais de la même région. Au départ, personne n'y prêtait attention. On disait que c'était une habitude, un genre de tradition d'hommes puissants qui veulent du sang neuf. Mais ceux qui ont vraiment regardé de près ont fini par remarquer que c'était une règle. Et dans cette règle, il y avait une chose que personne ne leur disait à ces femmes. On leur offrait un nom, du confort, une grande maison, des enfants, mais jamais on ne les préparait à ce qui allait vraiment arriver. Au début, tout se passe bien. Les jeunes mariés, souvent un peu intimidés, découvrent la famille. Les hommes sont bien habillés, les dîners sont calmes, on parle doucement. On leur dit qu'elles sont chanceuses, qu'elles vont vivre dans une maison solide, une lignée respectable. Mais elles ne voient pas ce qui manque sur les photos accrochées au mur. Pas de cadre de petites filles, pas de visage de jeunes femmes dans les albums, juste des garçons,
Des bébés garçons et des femmes âgées épousent Duval. La première fois, elles ne comprennent pas. On leur dit que les filles sont parties vivre ailleurs, qu'elles n'aiment pas les photos, qu'elles n'aiment pas revenir. Mais les années passent, et ces nouvelles femmes donnaient naissance à des filles. Les enfants grandissent, elles courent dans le jardin. Elles apprennent à lire, elles font des blagues, elles vivent. Et pourtant, les mères commencent à compter les années sans s'en rendre compte. Elles regardent les albums vides. Elles interrogent les sourires tristes, sans savoir que le jour maudit se rapprochait. À 33 ans pile, les filles meurent parfois dans leur sommeil, dans la voiture, au travail, sans raison valable. Les visages se ferment. Les pères deviennent nerveux. On évite les grandes fêtes. On évite même les bougies. Au début, aucune d'elles n'avait pu faire le lien. Mais ce qui frappe, c'est le regard des autres. Personne ne crie, personne ne demande pourquoi. C'est comme si ils s'y attendaient. Avec le temps, elles finissent par comprendre que c'était une malédiction venant de la famille de leurs époux. Pas avec des mots, pas avec une révélation, mais avec un vide, un trou froid au fond d'elles, un silence qui leur dit que ce n'est pas la première fois et que ce ne sera pas non plus la dernière. Une fois, une femme, Jeanne, la femme de Mathias Duval, a essayé de parler. C'était après l'enterrement de sa fille. Maya, elle avait 33 ans tout juste. Une fêtarde pleine de vie, un matin. On l'a retrouvée, sans signe, sans blessure, dans sa chambre, le regard figé vers le plafond. Et Jeanne, ce jour-là, a demandé à haute voix « Combien de filles faudra-t-il encore enterrer ?» Personne ne lui a répondu. Le soir même, une cousine de son mari lui a glissé à l'oreille « Ici, on ne parle pas de ça. » Pas après minuit. Et jamais devant les hommes. À partir de ce jour, Jeanne s'est tue. Comme les autres, elle s'est assise à table. A souri, a accepté le poids, c'est ça. Le vrai sacrifice. Pas seulement perdre une fille, mais devoir vivre dans un monde où c'est normal. Et pourtant, toutes ces femmes, elles savaient, elles sentaient, et aucune d'elles n'a jamais osé briser le cycle par peur, ou peut-être par loyauté à un nom qu'elles n'ont jamais vraiment choisi. Mais ce que personne ne savait, c'est que l'une d'elles n'était pas comme les autres. Et c'est là que tout commence à basculer. Léane n'était pas une Duval. Pas de naissance. En tout cas, elle avait grandi dans une famille bruyante, simple, pas du genre à cacher les photos des filles ou à parler à voix basse quand une enfant naissait. Chez les siens, les albums débordaient de visages, garçons et filles, mêlés, sans silence, sans mystère. Alors forcément, quand elle a épousé Thomas Duval, quelque chose l'a frappé assez vite. Ce n'était pas violent, juste étrange, comme un arrière-goût qui reste en bouche sans qu'on sache exactement d'où il vient. La première fois qu'elle a feuilleté les albums de famille des Duval, elle a cru qu'ils n'avaient que des garçons. Des petits garçons bien coiffés, en costume trop grand, des adolescents au regard grave, des pères, des grands-pères, une lignée d'hommes. Elle a tourné les pages en silence, pensant que peut-être ils n'étaient pas du genre à tout montrer. Même lors des repas de famille, les enfants couraient partout. Tous des garçons, pas une couette, pas une robe à volant, rien. Un détail discret, mais qui commence à prendre de la place dans la tête quand on est attentive. Puis elle est tombée enceinte. Et quand le médecin a annoncé que ce serait une fille, Thomas n'a pas souri. Il n'a pas pleuré non plus. Il a juste dit « d'accord » avec une voix si plate que Léane en a eu froid dans le dos. Ce n'était pas de la peur. C'était comme si ça ne comptait pas. Comme s'il savait déjà quelque chose qu'elle ignorait. Lucia est née un matin d'hiver. Une petite fille parfaite, avec ses joues rondes et ses mains minuscules. Léane l'a prise contre elle et s'est dit que c'était le plus beau jour de sa vie. Mais personne n'est venu à l'hôpital ce jour-là. Pas une fleur, pas un appel de la famille Duval. Pas même une simple carte. Thomas est resté à ses côtés, sans mots, les yeux fatigués. Et quand ils sont rentrés à la maison, il a rangé le berceau dans une chambre du fond. Il n'a jamais accroché la moindre photo de sa fille. Le doute s'est installé là, comme une ombre qui s'étire au fil des jours. 3 mois plus tard, Léane a décidé de parler. Pas à Thomas, puisqu'il se fermait dès qu'on parlait de famille. Pas aux autres hommes non plus. Ils étaient comme lui, silencieux, droits, lointains. Elle a choisi de s'adresser à la plus vieille femme de la maison. Agathe, épouse Duval, une veuve à la peau fine comme du papier, qui passait ses journées assise sous le porche, une couverture sur les genoux. On disait qu'elle ne parlait presque plus. Mais ce jour-là, Léane s'est assise près d'elle, Lucia dans les bras. Elle a attendu un moment. Le vent soulevait les feuilles mortes. Agathe tricotait sans bruit.
Puis Léane a dit doucement, « Pourquoi n'y a-t-il aucune petite fille dans cette famille ?» Agathe n'a pas levé les yeux. Ses doigts ont continué à bouger mécaniquement. Puis elle a soufflé sans regarder Léane, puis elle répondit, « Parce qu'elle ne reste jamais. » Léane a froncé les sourcils. Agathe a continué, les yeux fixés sur son ouvrage. Elles s'en vont. Le jour de leurs 33 ans. Toutes, disait Agathe, un silence s'est installé. Léane a resserré l'emmaillotage de Lucia contre elle. La petite dormait paisiblement. Mais dans l'esprit de sa mère, quelque chose venait de se briser. « C'est une malédiction ?» a-t-elle osé demander. Agathe a soupiré. Puis elle a relevé les yeux pour la première fois. « C'est une dette », a-t-elle dit. « Une dette qu'on ne discute plus. » Ce soir-là, Léane n'a rien dit à Thomas. Elle a mis Lucia au lit, puis elle a regardé les murs de cette maison. Tout lui paraissait soudain trop silencieux, trop figé, comme si chaque pierre portait un secret. Un accord passé dans l'ombre. Elle savait désormais que quelque chose pesait sur sa fille. Un compte à rebours invisible. Elle ne comprenait pas tout. Mais elle avait compris assez pour savoir que ce silence-là, il ne fallait plus l'accepter. Et pour la première fois depuis des générations, quelqu'un dans la maison Duval a décidé de poser une vraie question. Mais pour changer le destin. Pendant plusieurs nuits, Léane n'a pas dormi, elle restait éveillée. Allongée près de sa fille, l'observant en silence. Lucia respirait doucement, sans se douter de ce que sa mère savait. Ce secret qui faisait trembler tout son être, elle savait. Et ce savoir la rongeait. Un matin, alors que tout le monde dormait encore dans la grande maison Duval, Léane est montée seule à l'étage. Elle avait besoin de comprendre d'où tout ça venait, de voir de ses propres yeux ce que les autres refusaient même de nommer. Elle a poussé une porte qu'on n'ouvrait jamais. Derrière, un escalier en colimaçon, étroit, poussiéreux, qui montait vers le grenier. Une odeur lourde, vieille, comme celle des souvenirs enfermés depuis trop longtemps, la frappait dès les premières marches. Chaque pas grinçait, chaque marche semblait hésiter à la laisser passer. Arrivée en haut, Léane a poussé la trappe. Le grenier était baigné d'une lumière pâle, filtrée par une petite fenêtre sale. Tout était recouvert de draps blancs, des meubles anciens, des cartons fermés par des cordes, des valises sans poignée, et au fond, contre le mur de briques, il y avait ce miroir, pas très grand, pas orné. Mais il dégageait de lui quelque chose de lourd. Le cadre était noirci par le temps. Un chiffre était gravé en haut, presque effacé, mais encore visible. 13, 13. Léane s'est approchée. Le miroir semblait vibrer, ou peut-être était-ce son cœur qui battait trop fort. Elle s'est regardée. Au début, elle n'a vu que son reflet, fatigué, silencieux. Puis, un visage a surgi juste derrière elle, celui de Lucia adulte, plus âgée, les cheveux attachés, le regard sérieux. Elle avait un sourire triste. Léane s'est retournée. Personne. Le grenier était vide. Mais le reflet restait. Et puis, la figure de Lucia a commencé à s'effacer, lentement. Comme si quelqu'un passait une gomme sur elle, Léane a reculé. Le souffle coupé, le miroir vibrait encore. Elle a voulu sortir, mais quelque chose dans ce grenier l'obligeait à rester. Comme une présence, elle a tendu la main vers le miroir. Le froid du verre l'a figé. C'était glacial, bien plus froid que tout ce qu'il y avait autour. Elle a posé sa paume contre la surface. Et pendant une seconde, elle a cru entendre une respiration. De l'autre côté, CE n'était pas son imagination. Léane a alors remarqué autre chose. Une tache sur le bas du miroir. En grattant doucement, elle a révélé un symbole. Une sorte de spirale brisée, entourée de petits traits. Et en dessous, 2 initiales. AD. Elle ne savait pas encore ce que ça voulait dire. Mais elle sentait que ce miroir n'était pas qu'un objet. C'était un témoin, une fenêtre. Ou peut-être une porte. Elle s'est restée encore quelques secondes à observer. Puis elle a recouvert le miroir d'un vieux drap. Sans un mot, elle a quitté le grenier sans se retourner. Mais en descendant, elle se demandait à quoi sert-il ce miroir? En quoi avait-il rapport avec Lucia? Elle n'arrivait toujours pas à comprendre. Léane savait qu'il manquait quelque chose, les murmures, les regards fuyants, ce silence pesant autour des filles nées dans cette famille. Elle sentait qu'un pan entier de vérité était enfermé quelque part et caché. Ce jour-là, elle est remontée seule dans l'aile est de la maison, celle qu'on appelait la pièce des ancêtres. Personne n'y allait, pas même pour faire le ménage. Les fenêtres y étaient opaques. Le parquet grinçait à chaque pas. Et au fond, sous un drap épais, un vieux meuble en bois, un secrétaire, verrouillé. Elle a forcé, lentement, une vie rouillée, une charnière tordue, puis un petit déclic, une boîte en fer noirci, coincée tout au fond, aucune clé.
Mais pas de verrou, elle l'a ouverte. Des lettres, des dizaines, enveloppées soigneusement, chacune dans une pochette en papier huilé. Toutes signées d'un homme, un père, toutes adressées à une fille, et toutes datées de la veille du 33e anniversaire. Elle n'a pas tout lu tout de suite, mais une phrase sur la première lettre lui a coupé le souffle. « Je t'ai aimé, mais je n'ai pas su te sauver. » Elle a posé la lettre, puis en a pris une autre. Sur celle-ci, il était écrit « Je ne sais pas si tu liras cette lettre. Pardonne-moi de n'avoir rien brisé. Tu ne me verras pas pleurer demain, mais sache que je pleure déjà ce soir. » C'était comme si tous les hommes de cette maison portaient un fardeau invisible. Ils savaient. Ils avaient tous vu leur fille grandir, rire, vivre, puis s'éteindre, à la même date, et aucun n'avait parlé, juste écrit le soir avant le drame. Certaines lettres étaient tachées, des larmes, d'autres contenaient des objets, une mèche de cheveux, une photo pliée, un dessin maladroit, un bracelet d'enfant. Des souvenirs minuscules, mais lourds comme la mort. Il y avait une lettre différente des autres, enroulée, ficelée comme un parchemin. La main tremblait, l'écriture aussi. Sur cette lettre était écrit « Je voulais lui dire que je l'aime, qu'elle n'était pas une erreur, qu'elle ne méritait pas cette fin. Mais je n'ai rien dit. Je me suis tu. Comme tous les autres. » Léane a senti une rage monter. Ces hommes, ils savaient, ils n'ont pas crié, ils n'ont pas brisé la chaîne, ils ont consolé, au lieu de se battre. Et pourtant, dans ces lettres, il n'y avait pas de cruauté, pas de haine, seulement une résignation, comme si ce sacrifice était devenu normal. Un des papiers était plus ancien, fragile, écrit à la plume. Si tu lis cette lettre, c'est que tu es encore là. Et si tu es encore là, alors j'ai échoué. C'était daté de 1892, un certain Auguste Duval. Le premier à avoir écrit, peut-être le premier à avoir compris. C'était donc ça, la tradition. Pas un album photo, pas une archive d'état civil, mais une collection de lettres d'adieu. Léane a refermé la boîte, ses mains tremblaient de ce... N'était plus un secret de famille, c'était une malédiction écrite, acceptée, transmise. Et elle venait d'en lire les preuves. Il y avait une boîte, petite mais lourde, cachée derrière les planches d'un meuble ancien. Léane l'a trouvée presque par hasard, en déplaçant une commode dans le salon secondaire de la maison. Rien ne disait qu'elle contenait quoi que ce soit d'important. Mais l'odeur en l'ouvrant était étrange. Pas de poussière, plutôt quelque chose de figé, sec, presque conservé. À l'intérieur, un vieux carnet, épais, noué avec une ficelle noire. Les pages n'étaient pas toutes lisibles. Certaines avaient été grattées, effacées, déchirées. D'autres semblaient intactes, comme si elles avaient attendu que quelqu'un les lise enfin. Le carnet portait un nom, écrit à la plume, « Marceau Duval, 1821 ». Léane a lu, sans vraiment comprendre, au début. Puis les mots ont commencé à former une suite logique. Un récit, une confession. Marceau Duval était le patriarche, le tout premier à avoir construit les fondations de ce qu'allait devenir la maison Duval, et plus encore, la dynastie. L'époque était rude, les récoltes échouaient, les dettes s'accumulaient, et la famille, dit-il, était au bord du gouffre, dans une nuit qu'il décrit comme sans lune et sans étoiles. Un Marceau raconte avoir quitté la maison seul avec une idée fixe, ramener la sécurité. Peu importe le prix, il ne dit pas à qui il a parlé. Il ne donne pas de nom. Mais ce qu'il a écrit mot pour mot a glacé Léane. Il dit « On m'a proposé un échange, un pacte. Mes fils vivront longtemps. Mes terres seront fécondes. Mes affaires prospéreront. Mais en retour, mes filles et celles qui viendront d'eux ne verront jamais la fin de leur 33e année. » Il dit avoir signé avec du sang. Il parle d'un geste, d'un mot, d'un regard posé dans un miroir, et d'un silence, accepté comme une promesse. Depuis ce jour, il y a toujours eu une réussite dans la lignée Duval. Les hommes ont vécu longtemps. Tous ont connu une certaine stabilité, affaires, carrières, postes influents. Certains disaient que c'était la discipline familiale, l'éducation stricte. Mais ce n'était pas ça, c'était l'échange. Le troc invisible et les filles. Elles ont toutes disparu. Pas une seule ne dépassait 33 ans, certaines dans leur sommeil, d'autres dans des circonstances que personne ne voulait vraiment expliquer. Une noyade, une chute, un arrêt soudain du cœur. Léane a trouvé des extraits de journaux dans le carnet, collés là comme une preuve que la promesse tenait, toujours à la même date.
Toujours ce même nombre. Une coupure en particulier l'a marqué. Une fille nommée Élise Duval. Elle était institutrice. Aucune maladie connue, aucune dispute. Elle avait invité sa famille pour fêter ses 33 ans. Et le lendemain matin, elle était allongée dans sa chambre, les mains croisées sur le ventre, comme si elle avait décidé elle-même de ne pas se réveiller. Ce n'était pas une coïncidence, pas un enchaînement de malchance. C'était écrit, décidé, et pourtant, Marceau Duval n'exprime aucun remords dans ses écrits. Au contraire, il remercie la promesse d'avoir protégé ses fils, ses terres, sa postérité. Comme si le sacrifice allait de soi, comme si les filles n'étaient qu'une partie du prix. Ce qui a le plus choqué Léane, ce n'est pas le pacte lui-même. C'est la façon dont il a été accepté par les générations suivantes. Aucune rébellion, aucun doute. Les hommes ont continué à vivre, les femmes à disparaître, et tout le monde a fait semblant de ne pas voir. Même les épouses, même les mères, toutes ont fini par se taire. Et c'est là que tout bascule dans l'esprit de Léane. Elle ne veut pas de cette fatalité. Elle refuse de regarder sa fille grandir en sachant que ses jours sont comptés. Elle comprend que si le pacte a été accepté une fois, alors il peut aussi être brisé. Mais elle sait aussi que ce ne sera pas sans conséquence. Qu'un tel contrat ne se défait pas en criant « non », qu'il faudra chercher, comprendre et surtout affronter ce qui a été scellé depuis plus d'un siècle. Ce jour-là, en refermant le carnet, Léane pleure, elle se relève et ne panique plus. Elle murmure juste une expression à voix basse « ça s'arrête ici ». Il y avait chez Léane une tension qu'elle ne montrait pas, un silence pesant, étiré dans chaque regard qu'elle posait sur sa fille. Chaque sourire de Lucia, chaque éclat de rire, chaque nuit paisible qu'elle passait, c'était un compte à rebours déguisé. Elle savait, et c'est bien ce qui la différenciait des autres femmes Duval, parce qu'elles avaient découvert le secret après, parfois quelques jours avant la date fatidique. D'autres fois, le jour même, en recevant une lettre laissée par un mari muet, ou en croisant un regard vide dans le miroir de la chambre. Trop tard pour agir, trop tard pour comprendre, mais Léane, elle avait su avant, et c'est là qu'elle décida de changer l'histoire des Duval. Ce qu'elle portait sur les épaules n'était pas une simple angoisse de mère. C'était la responsabilité de rompre avec une malédiction que tout le monde avait fini par accepter comme une loi naturelle, comme une règle invisible, cruelle mais ancrée dans le sang. On lui avait fait comprendre, doucement mais fermement, que rien ne pouvait être fait, que c'était comme ça, que le mieux qu'elle puisse faire, c'était aimer sa fille pleinement, jusqu'à ce que le 33e anniversaire arrive. Et qu'elle parte, elle n'a jamais crié, elle n'a jamais accusé. Mais à l'intérieur, quelque chose s'est cassé, et chaque jour qui passait, elle notait des détails, des fragments, des sensations. Elle traçait dans un petit carnet beige les jours importants, les signes, les rêves. Et ce qu'elle ne disait à personne, c'est qu'elle rêvait souvent d'une pièce noire, sans fenêtre, avec un miroir au mur. Elle s'y voyait. Elle y voyait Lucia aussi. Mais Lucia ne répondait jamais. Et chaque matin, en se réveillant, elle avait l'impression d'avoir perdu quelque chose, un morceau de temps, un fragment d'elle. Thomas, son mari, l'observait sans comprendre. Il sentait qu'elle changeait, qu'elle devenait plus distante, plus précise, plus méthodique. Mais il ne posait pas de questions. Comme s'il pressentait que les réponses risquaient de lui coûter quelque chose. Et puis, c'est un Duval. Ils ont appris depuis des générations à ne pas poser de questions. Mais Léane, elle n'a pas grandi dans cette maison. Elle vient d'ailleurs. Elle a appris qu'il y a des choses qu'on peut casser, qu'on doit casser. Même quand on tremble, alors elle a commencé à chercher. Elle a lu les carnets, déchiffré les lettres, arpenté les couloirs, recopié les symboles. Elle a même tenté de reconstruire l'arbre généalogique complet des Duval, jusqu'au tout premier, celui qui avait signé. Dans un vieux cahier couvert de taches de cire, elle a trouvé une phrase « Le sang que je donne portera la vie ». Tant que le silence dure, c'est là qu'elle a compris. Ce n'était pas seulement la mort des filles, c'était le prix du silence. Et donc, elle s'est fait une promesse « Je parlerai, je ne laisserai pas Lucia partir comme les autres ». Elle savait que briser le pacte ne se ferait pas avec des prières. Elle savait qu'il faudrait affronter quelque chose. Un regard, un souvenir, une entité peut-être. Mais elle n'avait pas peur pour elle. Elle avait peur que Lucia croie un jour que sa mort était une chose normale, un passage obligé, comme si les femmes Duval n'avaient jamais eu le droit de rêver après 33 ans. Et c'est à ce moment-là qu'elle a commencé à préparer ce qu'elle appelait la veille, un soir. Seul celui juste avant les 33 ans de Lucia. Tout devait se jouer là. Un miroir, un nom,
une voix, une mère, elle, n'avait rien dit à personne, pas même à Thomaselle, a continué d'aimer, de sourire, de faire comme si tout allait bien. Mais elle écrivait chaque mot dans son carnet, et sur la dernière page, une phrase, en majuscule, « Ce n'est pas sa destinée, je la délie ». La nuit est lourde parce que chaque heure qui passe rapproche Lucia de cette date. La date que toutes redoutent, que toutes taisent, son 33e anniversaire. Léane n'a rien dit, ni à sa fille, ni à son mari. Depuis des mois, elle prépare cette nuit, et plus l'heure approche, plus la tension devient un poids dans sa poitrine. On la croirait calme, mais tout en elle bout. Lucia, elle, dort, paisiblement. Elle ne sait rien. Léane n'a jamais osé lui parler de ce qui rôde. C'est peut-être une erreur, peut-être pas, mais elle voulait lui laisser une chance de vivre sans peur, jusqu'au bout. Minuit approche. Léane monte au grenier, celui qu'on n'ouvre jamais, celui que même les enfants de la famille évitent, sans qu'on leur dise pourquoi. Elle l'a préparé. Tout est là, sur une table. Le miroir, posé face contre bois. Le carnet du pacte, aux pages usées, les lettres des anciens, soigneusement rangées dans une boîte en fer. Et cette bague minuscule en or pâle, le tout premier cadeau fait à Lucia, le jour de sa naissance. Léane reste debout. Elle fixe ses objets. Ses mains tremblent légèrement. Elle sait ce qu'elle va faire. Mais une voix en elle hurle d'arrêter. Une peur viscérale qui ne vient pas du présent, mais de toutes les femmes qui l'ont précédée. Minuit moins 2, Léane parle. Juste une phrase à voix haute. « Je refuse ce pacte. Que celui qui l'a entendu m'écoute. » Le miroir vibre. Elle le prend, le lève à 2 mains et le jette au sol. Il se brise net, en 3 morceaux, 3 grands éclats parfaitement séparés. Léane recule. Son cœur cogne, elle ouvre la boîte. Prend la première lettre, l'allume à la bougie et la laisse se consumer dans une assiette de métal, une à une. Elle les brûle toutes. Certains mots s'effacent avant que la flamme ne les touche, comme s'ils ne voulaient pas partir. Le carnet, elle le brûle aussi totalement. Elle recueille les cendres et les enterre dans un coin du grenier avec du ciment frais. Elle avait tout anticipé. Rien ne doit ressortir. Puis elle éteint la bougie et redescend. Le silence est pesant, mais il est différent. Il ne menace plus. Il écoute. Lucia dort toujours. Léane la regarde un long moment. Elle s'allonge près d'elle et attend, juste, le jour suivant. Ce sera la première fois, depuis plus d'1 siècle, qu'une Duval verra le soleil se lever après ses 33 ans. Le matin est tombé sur la maison Duval. Un matin pas comme les autres. Parce que ce jour-là, tout le monde savait ce qu'il devait arriver. Comme à chaque fois, ils sont venus. La famille au complet, oncle, tante, cousin. Ceux qu'on ne voit qu'au mariage ou aux enterrements. Et là, c'était le jour du 33e anniversaire de Lucia, la fille de Léane. Le calendrier, chez les Duval, est toujours marqué d'un trait rouge sur cette date. Pour les filles, ce n'est pas une fête, c'est une fin. Et tout le monde le sait, mais personne n'en parle. Alors ce matin-là, on se réunit dans le salon. Pas un mot, pas un sourire. Chacun regarde ailleurs. Certains boivent un café. D'autres fixent l'escalier. On attend. Sans le dire, on attend le drame. Car dans cette maison, on sait que les filles meurent toujours la nuit de leur 33e anniversaire. Et personne ne revient. Jamais. Léane, elle, n'était pas descendue. Depuis la veille au soir, plus un bruit à l'étage. On croyait qu'elle pleurait seule dans sa chambre. On se disait qu'elle avait dû découvrir Lucia sans vie. Au matin, comme toutes les mères Duval avant elle, une tante a murmuré « C'est toujours pareil, pauvre petite ». Puis un silence, un long silence, et c'est là que les pas ont commencé, d'abord lents, puis plus nets. Sur le vieux parquet du couloir à l'étage, un grincement, des talons, des pas qu'on ne voulait pas entendre, mais qu'on ne pouvait pas ignorer. Tout le monde a levé la tête, et là, Léane est apparue en haut de l'escalier, debout, calme, les yeux ouverts, le dos droit. Elle a regardé la pièce, elle n'a rien dit. Puis derrière elle, Lucia. Lucia, qui aurait dû mourir dans la nuit. Lucia était encore vivante. Elle souriait, elle tenait la main de sa mère, et ensemble elles sont descendues, marche après marche, sans peur, sans trembler. Personne n'a osé parler, même les plus sceptiques n'ont rien dit. On les regardait marcher comme si on voyait un fantôme. Mais vivant. Un cousin s'est levé. Il a reculé, un oncle a posé sa tasse. Il tremblait. La cousin Marc, lui, a tourné la tête, les larmes aux yeux. C'est lui qui avait perdu sa fille. 6 ans plus tôt, exactement le même âge, exactement la même nuit, mais chez lui,
Le matin n'avait rien ramené. Lucia, elle, était là. Elle n'avait pas fui. Elle n'était pas morte. Elle n'avait pas été prise. Elle vivait. Et elle souriait. Et dans cette maison où chaque année s'écrivait une page d'enterrement. Ce jour-là, quelqu'un a tourné la page. Un homme a murmuré « Le pacte », puis plus rien. On n'a pas demandé comment. On n'a pas parlé de miroir brisé, ni de carnet brûlé, mais chacun, au fond de lui, savait. Quelque chose avait été fait. Quelque chose que personne d'autre n'avait osé faire. Et Léane, sans mots, tenait toujours la main de sa fille, et leurs pas avaient remplacé les prières. Ce matin-là, chez les Duval, il ne manquait personne, et c'était la première fois depuis 6 générations. Pendant des décennies, personne n'avait osé y croire. Chez les Duval, chaque naissance de fille portait déjà en elle une échéance. Une date invisible, gravée d'avance, 33. Les familles ne fêtaient jamais les anniversaires au-delà de l'enfance. Il y avait comme une sorte de limite qu'on ne franchissait pas, comme un mur. Et au fond de chaque regard maternel, cette peur froide, cette idée qu'un jour, elle aussi devrait s'habiller en noir, pleurer, enterrer, se taire. Mais depuis cette fameuse nuit où Léane a brisé le miroir, les choses ont changé. Personne ne voulait l'admettre trop vite. Certains pensaient que c'était un hasard, une erreur, peut-être une trêve temporaire. Et puis les années ont passé. Lucia a eu 34 ans. Puis 35, son rire résonnait encore dans les couloirs de la maison familiale. Elle s'est mariée, a eu 2 enfants, une fille qu'elle a appelée Solène. Et le jour du 4e anniversaire de Solène, toute la famille Duval était là, presque gênée. Il y avait des ballons, un gâteau, de la musique. Et au fond de la salle, une grand-tante observait la scène en silence. C'était la première fois qu'on fêtait un 4e anniversaire pour une fille de la lignée. Avant, on n'allait jamais au-delà de 3 bougies, par superstition ou par habitude. Mais ce jour-là, quelque chose a basculé. Ce n'était plus juste, Lucia Pinson n'était plus juste une exception. D'autres filles ont suivi, les naissances se sont enchaînées. Et à chaque nouveau prénom inscrit dans le registre de la famille, le vent semblait tourner un peu plus. Sur les murs du salon, il y avait autrefois une seule photo de femme, fanée. Ancienne, elle datait de 1923. Une photo de classe, recadrée, pour garder le seul souvenir d'Élise Duval, décédée à 33 ans pile, mais aujourd'hui, ces mêmes murs sont couverts. Des cadres posés les uns à côté des autres. Des sourires figés mais vivants. Des photos de mariage, de diplômes et surtout d'anniversaires des 34e. Des 40e, des 60e même. Un jour, Lucia a ouvert un vieux tiroir dans le grenier. Dedans, il y avait encore quelques lettres, les dernières, écrites par des pères, comme ceux qu'elle n'a jamais connus. Et elle a lu à voix haute l'une d'elles, devant ses cousines. « Si un jour tu survis à ce que je n'ai pas pu empêcher, alors vis pour toutes celles qui n'ont pas eu cette chance. » Elle a refermé la lettre, et plus personne n'a parlé pendant plusieurs minutes. Parce que tout le monde savait, il ne s'agissait plus d'une simple malédiction rompue. C'était une transmission, un héritage qui avait changé de visage. Avant, porter le nom Duval quand on était une fille, c'était presque un poids, une condamnation à retardement. Aujourd'hui, c'était devenu un symbole, celui de celles qui ont résisté, de celles qui ont dit non, et de celles qui vivent. Pour de vrai, même les hommes de la famille ont commencé à parler. Chose rare, Thomas, le père de Lucia, a raconté un jour qu'il avait gardé dans son armoire une petite épingle toute sa vie, une qu'on lui avait donnée à la naissance de sa fille. Il n'avait jamais osé la jeter, ni la regarder trop longtemps. Mais depuis la rupture du pacte, il la porte tous les jours sur lui. C'est devenu son talisman à l'envers. Non plus un objet de peur, mais un souvenir de ce qui a été brisé. La peur n'a pas disparu. Elle reste, tapie quelque part, comme un vieux réflexe. Mais aujourd'hui, elle ne contrôle plus rien. Le nom des filles n'est plus un deuil annoncé. Il est redevenu un espoir. Et dans la maison Duval, quand une petite fille court dans le jardin, personne ne se demande plus combien de temps il lui reste. On se demande seulement ce qu'elle deviendra. On pensait que c'était fini. Après Lucia, plus personne n'avait disparu. Les filles naissaient, elles grandissaient. Et surtout, elles dépassaient leurs 33 ans. Certains membres de la famille ont même commencé à en parler à voix haute, à évoquer ce qui s'était passé autrefois comme une légende mal racontée, une rumeur de village,
un vieux fantasme de famille. Mais ce n'était pas une rumeur, ce n'était pas une histoire, c'était une chaîne. Une vraie, et elle avait été brisée. Du moins, c'est ce qu'on croyait. Mais dans ce genre d'histoire, rien ne s'efface vraiment. Ce n'est pas parce qu'on ne voit plus le miroir qu'il n'existe plus. Ce n'est pas parce qu'on ne parle plus du pacte qu'il est mort. Et surtout, ce n'est pas parce que les larmes ont séché qu'il n'y a plus de peine. Dans cette famille, tout le monde regarde vers l'avant. Mais il suffit d'un seul regard en arrière pour que tout recommence, car les souvenirs étouffés, ce sont les plus bruyants quand ils décident de revenir, et certaines douleurs, même enfouies sous des années de silence, ne se laissent pas enterrer. Mais dans les coins sombres de la maison, tout le monde savait que rien n'est jamais vraiment fini. Edith n'a rien dit quand Lucia grandissait. Pas un mot, pas un sourire. Tout le monde croyait que le cauchemar était terminé, mais pour elle, il ne l'avait jamais été. Elle avait perdu 2 filles. Elle avait pleuré seule, enterrée seule. Et maintenant, elle regardait les autres mères rire. Un matin, sans prévenir, elle s'est levée, elle a traversé la maison silencieuse et s'est arrêtée devant la vieille aile condamnée. Une pièce dont personne ne parle. Elle y est entrée. Sur le mur, un nom à moitié effacé, une trace ancienne. Elle s'est coupé la main et y a versé son sang. Elle a ensuite prononcé le nom. Une seule fois. Et elle dit par la suite, ce ne sont plus les futures filles que tu dois réclamer. Prends aussi toutes celles qui ont survécu. Et le silence s'est brisé, le pacte est revenu. Plus vite, plus fort et plus cruel. L'encre est prête. Les secrets se révèlent. À bientôt.